Au cœur du Luberon, je suis avec Cathy, Miss Sud, guide conférencière sur le pays du Luberon. Bonjour Cathy. Bonjour Marie-Céline. On s'était rencontrés il y a 3 ans. C'est ça. Pour faire une découverte autour du pays de Gordes. Aujourd'hui, on se retrouve pour encore parler d'une histoire insolite sur Gordes. Finalement, Gordes n'arrête pas de faire parler de ce plus beau village de France. On parle de l'histoire de Vénus de Gordes. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez resituer justement cette histoire qui est la Vénus de Gordes, parce qu'on s'attend à un personnage mythique. L'histoire de la Vénus de Gordes, pu s'appeler le mari, la femme, l'amant. Ça aurait pu être une comédie qui aurait fait beaucoup rire dans les théâtres. Ce fut au contraire un drame qui se joua à Gordes en plusieurs actes. Et le premier acte de cette histoire, c'est la mort d'un homme, Théophilophan, voilà, qui va être assassiné par l'amant de sa femme le soir de Noël 1861. Bon, jusque-là, on reste dans l'histoire un petit peu banale, on va dire. C'est assez banal, mais cette histoire fit à l'époque la une des journaux, puisqu'il y a eu dans cette histoire beaucoup de rebondissements. On apprend au fur et à mesure que finalement le mari a été plusieurs fois empoisonné par différentes substances toxiques. Il sera de plus en plus malade. Et puis Fortuné Béridaud, la femme de Théophilophan, a une très forte emprise sur son amant et elle va si bien le manipuler que le soir de Noël 1861, il va tuer le mari de son amante avec 2 coups de fusil. Alors, c'est une histoire criminelle qui se passe... C'est une affaire criminelle, oui. Qui se passe le jour de Noël. Aujourd'hui, on se rend compte parce que vous êtes à l'origine de ce projet pour présenter une conférence autour de cette histoire sur le cœur du Luberon. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire partager cette histoire-là et comment cette découverte s'est-elle faite? Alors je connais cette histoire depuis toute petite parce que j'en ai entendu parler depuis toute petite. Et puis je me suis mis à faire des recherches sur cette affaire. Donc je suis allée éplucher différentes archives, notamment les archives départementales du Vaucluse, les archives nationales de l'Outre-mer à Aix-en-Provence, le service historique de la Défense à Toulon, à Rochefort. Et puis j'ai découvert des documents qui m'ont révélé la vérité historique. Et j'ai voulu transmettre cette vérité historique parce qu'on confond beaucoup, on a beaucoup romancé cette histoire. Cette histoire s'est transmise la plupart du temps oralement, donc forcément aussi un peu déformée. Un peu déviée au fur et à mesure. Donc, et transformée. Et moi je vais raconter lors de cette conférence, le 14 décembre à Cavaillon, la véritable histoire, celle qu'on trouve uniquement dans les documents d'archives. Des documents qui sont a priori assez inédits? Inédits, oui, parce que je vais montrer lors de cette conférence les originaux et des documents qui vont peut-être surprendre aussi des gens qui vont... Ce sont des correspondances C'est pas des correspondances, c'est des faits historiques. On a longtemps cru que Fortuné Béridaud et son amant, après leur condamnation, s'étaient retrouvés, notamment au bagne de Guyane. Eh bien moi, je vais démontrer que non, c'est pas possible. On a aussi beaucoup écrit sur l'enfant que cette femme, Fortuné Béridaud, qu'on a ensuite surnommée la Vénus de Gordes, avait mis au monde un enfant mâle au monde dans les prisons. Moi, je vais revenir sur ce fait. Alors justement, pourquoi la Vénus de Gordes? Pourquoi ce surnom de la Vénus? Alors la Vénus de Gordes, c'est dû notamment au roman d'Adolphe Belot et de Ernest Daudet, le frère aîné d'Alphonse Daudet, qui écriront en 1877 un roman qui n'est plus édité aujourd'hui, qu'ils appelleront tout simplement la Vénus de Gordes. Voilà, et cette histoire est connue aussi sous le nom de la Vénus de Gordes. Grâce au roman. Et puis Vénus, c'est aussi le côté vénal de cette histoire. Vénal et féminin en même temps. Oui, absolument. C'est une histoire effectivement
qui est féminine. Oui. Portée par une femme qui se cache quelque part pour... Qui a manipulé son amant pour tuer son mari. Voilà. Alors pourquoi? Parce que je pense qu'elle avait le très fort désir de vivre son amour au grand jour avec son amant. Donc pour ça, il fallait se débarrasser du mari, ce mari qu'elle n'aimait plus, puisqu'elle voilà, c'était follement éprise de son amant. Et donc il fallait l'éliminer par tous les moyens. Vous pensez qu'à l'époque, c'était la seule solution? Hélas, hélas, j'espère que non. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, on était mariés jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ce qu'on dit, effectivement. Voilà. Quel rôle elle avait au sein du village quel rôle avait ce couple au sein du village? C'était des paysans, hein. C'était des paysans plutôt aisés. Ils étaient propriétaires d'une grosse ferme en bas de Gordes. Le mari, Théophile Offand, était un homme, d'après ce que j'ai pu lire, estimé de tous. Hein. Il était il avait plutôt bonne réputation. Elle, on la disait aussi très jolie, mais d'un caractère assez acariâtre, assez orgueilleux. Et puis, sans vraiment d'histoire. Hein. Avant cela, jusqu'à ce jour tragique de veille de Noël où le mari va succomber brutalement. Alors, ce mari a eu des empoisonnements. Ah oui. C'est ça? Ah oui, on a eu différents attentats contre lui, différents empoisonnements avec différentes substances plus ou moins toxiques. Et puis on a Donc c'était le rendre malade, mais pas le... Si, le rendre malade, de plus en plus malade en fait. Voilà. Parce qu'on va utiliser petit à petit des poisons beaucoup plus violents. Alors le pauvre mari va devenir de plus en plus malade. On fera venir plusieurs fois le docteur qui diagnostiquera une très mauvaise gastro-entérite. Mais malheureusement, les remèdes qui lui seront prescrits serviront aussi d'un peu de contrepoison à toutes ces substances qu'il a absorbées. Voilà, à toutes ces substances qui étaient toxiques. Donc absorbées comment? Par l'intermédiaire d'aliments que sa femme lui préparait. Gentiment, amoureusement. Voilà, absolument. Des petits cachets dans la soupe, dans l'omelette, dans le café qu'il prenait le matin. Voilà, dans le verre de vin. Enfin, tous les moyens étaient bons pour se débarrasser du mari. On a retrouvé quelques billets que cette femme, cette Vénus de Gordes, a envoyés à son amant. Et parmi ces billets, qui sont quand même très explicites, elle lui dit « Mais si vous alliez à Vaucluse, poussez-le dans l'eau ». Donc Vaucluse, c'est le nom de fontaine de Vaucluse, avec sa fameuse résurgence. Et voilà, donc tous les moyens étaient bons pour Et qu'est-ce que l'amant avait que le mari n'avait pas? Est-ce qu'on le sait, ça Je ne suis pas sûre qu'il ait été plus beau que son mari, puisqu'on a une description physique que je vais bien sûr développer pendant la conférence de l'amant. Je ne suis pas sûre qu'il était très beau. Peut-être que, bon, elle a découvert avec lui... j'allais dire, voilà, une harmonie et puis surtout une entente sexuelle qu'elle n'avait pas avec son mari. Alors pourquoi le 25 décembre? Est-ce que c'était je crois que cette date du 24 décembre n'a pas été choisie au hasard. Au hasard? Parce que c'est une date où la plupart des gens sont en famille, très peu de monde circule dans les rues, dans le village ou dans les campagnes. À partir de 6 h du soir à la nuit tombée, en général, la plupart des gens commencent à préparer ce qu'on appelle ici le fameux gros souper, à se mettre à table et à partager en famille le gros souper. Donc moins de risques d'être aperçu, moins de risques aussi qu'on voie l'amant, j'allais dire... le témoignage. Voilà, d'avoir des témoignages qui disent qu'ils ont vu l'amant se diriger vers la ferme pour pointer son fusil, etc. Donc ça a été une date qui a été choisie bien minutieusement pour arriver à ses fins en fait. Qu'est-il advenu de ces deux complices?
Eh bien, ils ont été tous les deux condamnés par la cour d'assises de Carpentras en mai 1862. Ils ont été condamnés à une peine de travaux forcés à perpétuité, sans pourvoi. Et ils finiront tous les deux dans les bagnes, notamment les bagnes de Guyane. Séparément, oui, puisqu'ils ne sont, après leur condamnation, ils ne se verront plus jamais. Plus jamais. Malgré ce que j'ai pu lire ici ou là, ils ne pourront, voilà, plus jamais, ils n'auront de contact l'un avec l'autre. Ni par correspondance, ni par... Pour l'instant, mes recherches ne m'ont pas permis de retrouver quoi que ce soit dans ce sens. Ce qui veut dire que vous continuez à rechercher dans l'histoire? Ah oui, absolument. Oui, je suis toujours en quête de documents et de petites pépites qui me permettront d'accéder au plus près de la vérité historique. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ça? Je crois que c'est... derrière tout ça, il y a aussi une histoire d'amour. Donc voilà, c'est une histoire d'amour qui est tragique, certes, mais comme je l'ai entendu depuis que je suis toute petite, et que mes recherches m'ont permis aussi de redécouvrir certaines choses, voilà, puis il y a tous les ingrédients, l'erreur, le crime, l'adultère, a toujours fait... C'est croustillant. C'est croustillant, voilà. Raymond Queneau disait que c'était tout ce qui rendait l'homme intéressant. Voilà. Donc moi ça m'a intéressé, ça m'a passionné depuis toujours et j'ai toujours été en quête de documents, d'articles, etc. sur cette affaire. Alors comment vous allez présenter cette conférence? Parce qu'une conférence, il faut aussi qu'elle soit dynamique. Oui. Pour justement égayer. Oui, je serai aidée d'un PowerPoint qui sera visible lors de la conférence. Plusieurs diapos défileront. Alors c'est quoi? C'est des photos? Il y aura des photos, il y aura des documents, des photos des documents tirés des archives. Voilà, les originaux des documents. Et puis je vais narrer cette formidable histoire avec l'aide des dépositions et des témoignages de l'époque. Voilà. Que vous avez retrouvé qu'on trouve dans le dossier d'instruction, oui. D'accord. Oui. Que vous avez eu accès donc? J'ai eu accès au dossier d'instruction, oui. J'ai eu cette chance. Ça doit être quand même assez intéressant et excitant, si je peux dire, c'est très excitant. Cette découverte. C'est très excitant parce qu'on découvre des choses, des pépites, des choses qu'on ignorait. Quelquefois, on revient aussi un peu sans rien, bredouille, voilà, sans avoir découvert ce qu'on cherchait. Puis quand on trouve quelque chose d'inédit, que personne ne sait, formidable, là, c'est le Graal. Comment vous pourriez la décrire, cette femme, physiquement Alors on sait qu'elle était, on dit qu'elle était très jolie. Voilà, on dit qu'elle était très jolie. Maintenant, je n'ai pas de preuves là-dessus puisque je n'ai pas retrouvé de photos ou de portraits de cette Vénus de Gordes. Alors on sait par contre, grâce aux archives, qu'elle mesurait à peu près 1,50 m, qu'elle était châtain, qu'elle avait les cheveux châtains et les yeux gris. Et un visage plutôt ovale. Et elle est décédée? Et elle nous a quittés, oui, le 20 janvier 1866, à Saint-Laurent-du-Maroni. À très peu de temps après son arrivée. Après son arrivée. On estime son âge? Elle avait 30 ans. 30 ans. Et son amant? Et son amant, à l'époque des faits, elle, au moment des faits, elle en a 25. Et son amant, au moment des faits, il en a 34. Est-ce que vous êtes arrivé à retrouver des gens de la famille qui sont par des descendances encore peut-être existants sur le village de Gordes? J'aurais bien aimé retrouver des descendants de cette femme, de cette Vénus de Gordes. Hélas, non, il n'y a pas de descendants puisque la lignée s'est arrêtée. Et du côté de Nantes aussi, il n'y a plus de famille de Nantes vivant dans le secteur. Qu'est-ce que vous espérez pour la suite de cette conférence, Cathy?
Parce que là, vous faites 2 conférences, donc Cavaillon, Et Gordes. Gordes, oui. Qu'est-ce que vous espérez par la suite pour cette histoire? J'espère déjà la faire connaître au plus grand nombre de gens d'ici, de locaux. Publier également un jour un livre sur cette histoire, sur cette affaire criminelle. C'était la question que j'allais vous poser, parce que je sens cette passion-là au fond de vous. Publier quelque chose sur cette affaire, voilà, en racontant vraiment la véritable histoire. Et puis aussi envisager, pourquoi pas aussi, de raconter d'autres histoires dans d'autres conférences. Voilà. C'est d'autres histoires, d'autres peut-être affaires qui sont peut-être un peu moins connues. Et que je vais me faire un plaisir de raconter au plus grand nombre. C'est important pour vous de partager ce que vous voyez? Ou parfois il y a des choses justement quand vous faites des découvertes insolites, c'est pas aussi croustillant aussi quelque part de le savoir? D'être seul à savoir? Ouais. Si, parce que je me dis que les gens de Gordes, vous allez parler de cette histoire, ils vont vous la raconter, mais ils vont vous la raconter de manière assez romancée, assez fausse quelquefois. Et moi qui ai découvert certaines choses, c'est vrai que c'est très gratifiant, c'est très valorisant de se dire j'ai découvert certains faits qui font avancer un peu l'histoire. Oui, justement, vous avez l'impression d'être cette petite main qui écrit l'histoire du patrimoine? Une petite main, oui, qui fait peut-être avancer la vérité historique, oui. Merci Cathy. Merci à vous Marie-Céline. À bientôt. À bientôt, avec plaisir.